You overestimate me, Draco. She's very attractive, but what you ask is not for me. What she needs is a man to dominate her, to make love to her enough to make her love him. A man like you. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. In my business, you prepare for the unexpected. Aujourd'hui, nous parlons de Bond, James Bond, agent 007. Just a drink. A martini, shaken not stirred. This never happened to the other fellow. Petite mise en garde avant de commencer. Si vous n'avez pas vu le film discuté aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Beg your pardon? Scott to knock. And meanwhile, how do you kill 5 hours? Bonne écoute. I got the bitch. Down there. Bienvenue dans les Alpes, en Suisse. Aujourd'hui, nous parlons de Au service secret de Sa Majesté, sorti en 1969 et réalisé par Peter Hunt, avec George Lazenby, Diana Rigg, Ilse Stepat et Telly Savalas. Je suis Mathieu, et il y a toujours quelque chose de formel quand on est accueilli avec un revolver. Alors, nous revoilà dans la rétrospective des James Bond, tous les films dans cet univers-là qui comprend 28 films. On se dirige vers le nouveau film là, de Mourir peut attendre qui devrait sortir au mois d'octobre. Pour voir tout ce qu'on va couvrir là, dans cette rétrospective-là, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Vous allez voir les 28 films compris, ce qui va inclure l'étendue des films, dans le fond, des films qui ne sont pas officiellement de la franchise. Comme des films comme le téléfilm de 1954 Casino Royale, son genre de remake comédie qui a été refaite 13 ans plus tard de Casino Royale aussi, et le film non officiel qui a été refait là, qui a refait le film de Opération Tonnerre, Jamais plus jamais là, en 1983. La rétrospective, dans le fond, on fait un film par semaine, puis calculez le nombre de semaines, puis ça va vous donner pas mal la sortie du 28e film. Puis aujourd'hui, on est à l'épisode 008, fait que pour se rendre à 28, il faut se dire que dans 20 épisodes ou 20 semaines, on va être rendu au nouveau film. Le compte à rebours est commencé 20 semaines d'aujourd'hui. Alors pour le film Au service secret de Sa Majesté, dans le film précédent, on l'a vu que 2 fois. Il y avait l'interprète Sean Connery qui faisait le rôle de James Bond. Lui, pendant le tournage, avait donné sa démission. Dans le fond, il était un peu tanné du rôle. En tout cas, j'en ai parlé au dernier podcast. Alors, la job était de pouvoir trouver un successeur. On a cherché un peu là, dans les terrains américains. On a cherché un peu partout. On savait pas exactement qu'est-ce qu'on allait faire. Fait que pendant un certain bout, on décidait de peut-être mettre un visage. Puis finalement, on a décidé qu'on allait mettre un inconnu, comme qu'on a fait pour Sean Connery. Alors c'est là qu'on a engagé l'actrice Diana Rigg, que elle, je veux dire, était rendue populaire à l'époque. Elle venait d'une série là, The Avengers, qui n'a aucun rapport avec Marvel dans le fond, là, mais en tout cas la série The Avengers qui faisait sa renommée. Fait que on voulait quelqu'un qui pouvait au pire être à ses côtés, puis que qu'on ait quelqu'un, mais qu'en même temps, on ait quand même des noms pour supporter le film. Fait que on est tombé sur George Lazenby. Lui, c'était un mannequin. Il faisait des annonces à la télé là, depuis plusieurs années. Puis des photos, des affaires de même là. Mais sauf qu'il y avait il avait fait aucun film. Dans le fond, la manière que Lazenby savait présenter, il savait comme habiller un peu comme Sean Connery, puis il s'est arrangé pour paraître comme James Bond. Puis il s'est ramassé genre au même barbier là, que un des producteurs. Fait que c'est tout de suite après ça, ils ont dit hey, t'as de l'air d'avoir la face pour le rôle. Puis finalement, c'est tout suivi à partir de là. Ça n'a pas été facile. Là. Il y a le réalisateur Peter Hunt qui a fallu qu'il se batte un peu pour lui, mais finalement, on a réussi à le faire rentrer. Mais c'était comme un peu un couteau à double tranchant parce que les acteurs ont dû travailler pas mal avec l'incapacité là, de... l'incapacité, je veux pas sonner machin, mais pour George Lazenby, il était pas acteur, c'était pas sa job, fait qu'en même temps, il est en train d'apprendre sur le tas.
comparé à Sean Connery, la mentalité qu'on se disait, ben, ça l'a fait pas mal sa carrière. Sauf que Sean Connery, lui, il était dévoué complètement là, à l'art de la cinématographie. Il était intéressé quand même à voir qu'est-ce que les caméramans faisaient, puis toutes sortes d'affaires de même. Pas qu'il voulait prendre la job, mais il était tout intéressé à cet univers-là. Tandis que George Lazenby, il était pas vraiment intéressé, lui, en bout de ligne. Il avait réussi à se vendre comme James Bond, puis c'est tout ce qu'ils disent là, alentour du film, c'est qu'il avait vraiment une assurance en lui-même, puis que ça a fait qu'il a réussi à gagner le rôle, sauf que là, c'est ça, on était pogné avec un acteur qu'il pouvait pas être acteur, ou tout le moins en ce moment, là, il n'avait pas les capacités. Alors c'est ça qu'on a misé de bien l'entourer, puis juste dans les montages, tout ça, pour essayer de cacher tous les manques qu'il pourrait avoir. Là. Puis là, quand je dis ça, là, c'est pas en méchanceté, là, c'est des choses qui sont documentées. Là. Le réalisateur d'aujourd'hui, Peter Hunt, lui, c'était le monteur du film précédent. Préférez peut-être le terme éditeur, celui qui faisait le montage du film. Puis ici, je n'ai parlé la dernière fois, où ce que j'avais parlé une fois que c'est lui qui avait inséré le thème de James Bond là, dans une telle scène, en tout cas. C'est lui qui fait le film aujourd'hui. Je sais pas si ça va être lui qui va avoir décidé par contre de réinsérer le thème vers la fin du film. On va en reparler tantôt pendant le scénario. Mais celui qui va le remplacer en fait d'éditeur ou monteur, si vous préférez, je sais pas quel des deux, ça va être une personne au nom de John Glenn. John Glenn, ça va être lui qui va réaliser tous les films de la Eon à partir de Rien que pour vos yeux jusqu'à le Permis de tuer. Ça va être le réalisateur qui va faire le plus de James Bond dans le fond plus tard, mais c'est le premier film là, qui va avoir travaillé dessus. Si on compare un peu le film de Au service secret de Sa Majesté et la version livre de Au service secret de Sa Majesté, écrit par Ian Fleming, le film est comme l'inverse de ce que les livres ont fait. Dans le fond, le film précédent était Opération, on a vu que 2 fois. Mais dans le fond, on a vu que 2 fois. C'était dans les livres, ça se passe après, qui fait qu'il y a certaines choses qui changeaient. Là. En tout cas, j'en ai parlé quand on a parlé de On a vu que 2 fois là, la semaine passée. Et dans les livres, le livre précédent était Opération Tonnerre. Puis il était succédé par On a vu que 2 fois. C'est comme 3 livres ensemble. C'est une trilogie Blofeld, si on peut appeler ça de même. Quand on a fait le film de On a vu que 2 fois, c'était les retombées du film d'aujourd'hui. Le film d'aujourd'hui, dans le fond, est quand même une adaptation assez fidèle du livre. Oui, on a replacé, remanié un peu le scénario. Mais la globalité là, est pas mal similaire. Peut-être même un peu plus que les autres, mais c'est toujours une question là, d'adapter un scénario à l'écran. Des fois, on doit changer certains éléments pour que ça soit plus attirant là, visuellement, parce que c'est un médium visuel et non quelque chose qu'on lit, là, qu'on imagine dans notre tête. Puis en même temps, il y a souvent aussi le fait que il y a un certain temps qui s'est déroulé entre le fait du livre et le temps d'aujourd'hui. Les James Bond, comme film, essaient de toujours être à la fine pointe de la technologie. Puis, des fois, ça paraît, selon les films, que des fois, c'est un petit peu trop bien pensé, des affaires de même, que dans la version film dit que, on peut pas utiliser ça de même, fait qu'il faut changer des affaires. Ça va être surtout vrai, comme mettons dans Casino Royale de 2006. Le livre a été écrit en 1953, fait que, il y a quand même beaucoup de temps, puis la mentalité a pas mal changé là-dedans, puis il y a des affaires qui doivent être adaptées, là, c'est naturel. Mais le livre là, Au service secret de Sa Majesté étant le livre que Ian Fleming venait de compléter, là, en tout cas, il est décédé l'année suivante, en 1964, mais il a été écrit en 1963 ou 62. Puis, en tout cas, je veux dire, il était quand même assez récent, là, il y avait 5-6 ans, le livre, là, il y avait quand même des choses assez modernes.
Alors, c'est sûr que ça facilitait, là, il n'y avait pas trop là, de changements à appliquer, là, en fait, là, de technologie, puis de manière de penser. Mais c'est ça. Alors, le livre est pas mal assez similaire au film. C'est sûr qu'il fait référence à les films ou les livres précédents. Comme on va avoir des mentions là, de Vesper Lynd qui vient là, du premier livre. Puis il y a toutes des affaires de même là, qu'on a rajouté parce qu'on est dans un autre univers. Mais vraiment la globalité, là, ça suit quand même assez le scénario du livre. Puis c'est quand même un changement du dernier film où ce qu'on avait comme totalement quasiment tout scrappé, tout ce qui était l'univers du livre, puis on avait écrit tout un nouveau scénario. Alors, le film ouvre à la typique James Bond avec l'œil du pistolet. Puis on a l'introduction là, de George Lazenby en tant que James Bond qui nous tire dessus. Puis tu sais, juste avant, là, on avait eu quand même quelque chose là, on a marqué quand même là, que c'est Harry Saltzman puis Kobe Broccoli qui présente le film. Tu sais, déjà là, on veut comme être sûr que on nous montre là, que c'est comme les mêmes producteurs en arrière du film. Tu sais, en même temps, on peut dire que c'est une question là, de George Lazenby, puis tu sais, comme montrer que c'est toujours une continuité. Puis tu sais, ça va prendre comme à peu près 3/4 d'heure dans le film là, pour que le film essaie là, de nous dire que on est toujours dans le même univers. C'est un petit peu là, quelque chose qui devient agaçant là, à la longue, là, mais éventuellement il lâche un petit peu ça, mais en tout cas il lâche pas total là, jusqu'à la fin du film. Mais en même temps, il n'y a peut-être pas juste George Lazenby. Bien que ça sortait avant, on a vu que 2 fois, là, quelques mois avant, il y avait quand même le film de Casino Royale qui était là 2 ans avant, qui était sensiblement en même temps que quand même on a vu que 2 fois. Fait que je pense qu'en même temps de montrer qu'ils ont c'est la série originale qui est là. C'est correct, mais en même temps, je sais pas comment que les gens ou la foule qui écoute les films se rendent compte de vraiment les noms qu'ils ont à l'écran. Ça fait que je comprends qu'ils vont. C'est eux autres qui sont en arrière, mais c'est de savoir que c'est Saltzman et Broccoli qui s'occupent des films ou de la distribution, ou en tout cas de les faire, les producteurs. Je sais pas si le public général qui vont voir le film s'en rend compte. Alors, on ouvre avec M et Q qui Q parle d'un nouveau gadget pour pouvoir suivre la trace. Puis, on va voir la mention de M qui dit que le premier ministre veut savoir où ce que 007 se trouve. Je sais pas exactement c'est quoi le rapport là-dedans. Tu sais, comme le premier ministre, là, il y en a-tu rien à foutre là, de tel employé? Il est bien beau être James Bond pour nous. Tu sais, on sait c'est qui, mais tu sais, le premier ministre, là, il sait-tu vraiment c'est qui 007? OK, il travaille un peu peut-être pour le gouvernement, tout ça. Tu sais, il est peut-être en rapproché, mais je veux dire, en même temps, là, le premier ministre, s'il y a rapport avec quelqu'un, ça va être avec M seulement, mais ses employés, les personnes que M s'occupe, il doit même pas savoir c'est qui. Là, ça a comme pas rapport si on y met un petit peu de logique. Mais en même temps, c'est juste une scène de transition pour tout de suite nous amener à Bond, puis un peu voir là, c'est qui là, notre nouveau James Bond. Puis en même temps, je pense qu'on est pressé là, de quand même rapporter tout de suite là, le thème de James Bond. Puis on voit Bond qui conduit sa voiture, puis là, avec la nouvelle mouture là, du thème qui nous est envoyé plein volume là, dans les oreilles. Puis c'est vraiment pas une mauvaise affaire. Je vais parler tout de suite là, de la trame sonore de John Barry parce que on l'entend quand même pas mal là, dans l'introduction. Je veux dire, est très imposante là, dans l'introduction. Je pense que c'est une des meilleures trames là, que John Barry va avoir composées aujourd'hui. Elle va quand même être un petit peu plus électronique. Elle va quand même contraster beaucoup là, avec les 5 derniers films. Mais je veux dire, tout le monde
montage, c'est vraiment écœurant. Là. Je veux dire, j'adore cette trame sonore-là. C'est une trame que j'écoute assez régulièrement. En même temps, c'était pas mal le mandat aussi à John Barry qu'il fallait qu'il exagère un peu tout pour compenser avec George Lazenby. Il fallait vraiment là, que Barry il sorte quelque chose là, de super numéro 1. En tout cas, je veux dire, c'est pas. Des fois, c'est de la chance. Hein, c'est pas parce qu'on se fait mandater de dire tu dois sortir ça qu'il n'y a pas le choix de faire ça. Le gars, il est quand même limité avec ce qu'il est capable de faire. Puis des fois, je veux dire, il y a les bonnes intentions, mais finalement, ça marche pas. Mais en tout cas, dans cet événement précis, là, je veux dire, ça a fonctionné d'aplomb. Il y a une autre trame sonore là, plus loin là, qui va être une de mes préférées aussi, composée par John Barry. Mais celle-là d'aujourd'hui, puis l'autre que je vais parler un peu plus tard, je veux dire, c'est tout ce qui est composé, chaque note aujourd'hui, là, c'est vraiment là, un délice là, parfait. Là. Alors, Bond se promène en voiture, puis il y a Tracy, qu'on connaît pas encore, qui arrive en voiture en arrière de lui, puis qui commence à le klaxonner. Puis là, Bond se tasse, comment se dire, mais qu'est-ce qu'elle veut, elle? Fait que Tracy, en bout de ligne, est pressée à aller se rendre, à aller se suicider. Tu sais, c'est. Je comprends qu'à quelque part, OK, elle a des idées suicidaires, ça va, mais elle détourne l'attention vers elle, puis après ça, elle va se stationner, puis après ça, en plus de laisser la porte de sa voiture ouverte, elle se rend sur la plage, tout ça, à cause juste que Bond doit la regarder passer, puis après ça, quelques minutes plus tard, il voit sa voiture sur le bord. En plus de comme y avoir crié après, elle cherchait ça, dans le fond, attirer l'attention, peut-être. Mais je comprends que point de vue film, il faut que James Bond ait eu une raison pour peut-être regarder sur la plage, voir qu'est-ce qu'elle fait pour le fun de même. Je me dis juste que si mettons est dépressive puis elle a une idée suicidaire, c'est pas le temps de vouloir attirer l'attention, mais peut-être c'est ça qu'elle voulait faire dans le fond, attirer l'attention. Puis en même temps, on va voir une fois que Bond va la secourir puis il va se présenter, ça sera pas long puis il va y avoir des gens qui vont essayer de la rattraper. Dans le fond, qui vont essayer. Je sais pas exactement qu'est-ce qui va se passer là-dessus. C'est-tu des gens qui sont en train d'essayer de la secourir? C'est des gens qui veulent l'assassiner? C'est qui exactement sur la plage? C'est jamais vraiment clair. Peut-être qu'elle voulait se dépêcher, mais à quelque part, si c'était si pressé que ça pour se suicider, peut-être qu'elle aurait dû rentrer dans un arbre directement. Je veux juste dire que ça a comme pas de fait là, de lien, de rapport, de la manière que c'est monté. Là. Mais en même temps, je veux dire, j'ai pas d'idée suicidaire. En même temps, je sais pas exactement comment que ça peut se fonctionner. Là. En tout cas, je veux pas insulter personne là, qui a déjà eu des idées ou qui connaissent là, du monde là, qui se sont déjà suicidés, là, tout ça. Là, en tout cas, je veux pas offusquer personne. Là. Mais en tout cas, c'est ça que je me dis juste en point de vue scénario, là, que je me dis ça a comme pas de sens qu'est-ce qu'elle fait. Mais il y a des fois, il y a des humains qui ont des comportements là, qui n'ont pas de sens aussi. Fait que on va être présenté à la première scène d'action. Ça a l'air être... on voit Bond qui se bat contre les deux gars, que on sait pas exactement qu'est-ce qu'il voulait faire avec Tracy, mais en bout de ligne, il voulait exécuter James Bond quand même. Alors, des fois, je me dis, ça se peut que ce soit quand même du monde qui était là pour du côté à Draco plus tard, qu'on va voir, là, le père à Tracy. Puis, quelque part, c'est tout le genre de mafia qui est dedans, fait que peut-être que ça... il l'aurait exécuté là, puis c'est une question de protocole, quelque chose de même là, en tout cas. Fait que le combat physique, tout ça, qui sont sur le bord de la plage, dans l'eau, tout ça, puis c'est filmé comme un peu frénétique, un peu où ce que je pense que même un peu la vitesse de filmer est un petit peu accélérée.
Mais tu sais, honnêtement, je trouve que c'est captivant. C'est tout ça, là, cette scène-là. Le combo va durer peut-être un petit peu plus long que la plupart des scènes qu'on avait vues avec Connery à date. Puis, tu sais, avec c'est pas long du tout. Ça continue. Puis, il y a un bout où ce que Bond, il a de l'air à noyer un des gars, mais finalement, le gars, il est pas mort. Pour ça, en même temps, ça me laisse suggérer que peut-être que c'est des personnes du côté à Draco, puis que si maintenant ils auraient tué, ça aurait été autre chose. Mais en tout cas, par la suite, Tracy a réussi à se sauver de là. Puis, il y a Lazenby qui va encore faire comme un genre de clin d'œil vers Sean Connery. Il va dire que ça, c'est jamais arrivé à Sean Connery ou à l'autre gars, là, en tout cas, la manière qu'il parle. Puis, tu sais, c'est comme un commentaire à nous autres. Il y a juste une fraction de seconde qui va regarder la caméra. C'est juste comme un clin d'œil pour nous dire qu'on a changé d'acteur. Mais, tu sais, honnêtement, ça fait déjà 2 affaires là, qu'on fait vraiment comme allusion qu'il faut, faut s'adapter au nouvel acteur. Mais, tu sais, c'est. Il faut s'en remettre à l'époque. Aujourd'hui, on a eu beaucoup là, d'acteurs par la suite. Même quand Daniel Craig est arrivé là, en 2004-2005, quand il l'a annoncé, il y en a une couple que je sais sur Internet se sont dit ça n'a pas de maudit bon sens à remplacer Pierce Brosnan. Mais c'est pas la première fois qu'on a remplacé l'acteur. Puis Daniel Craig, même s'il dit que c'est son dernier, je sais pas si ça va vraiment être son dernier. Honnêtement, je suppose qu'il va rester pour un autre. Là, mais en tout cas, on verra bien ce qui va se passer avec le prochain film. Mais quand on retourne en 1969, on n'avait pas eu d'acteur qui a remplacé James Bond. Puis tu sais, même que j'en ai parlé là, dans Casino Royale, le fait de ne pas avoir Sean Connery, on savait que James Bond, c'était Sean Connery. Puis remplacer Sean Connery, c'était remplacer James Bond. Puis tu sais, c'est tout ça un peu. Il faut embarquer un peu là, dans cette mentalité-là, qu'on peut penser aujourd'hui que c'est pas un drame, mais dans ce temps-là, c'était quelque chose là, qui toute la franchise était faite sur Sean Connery. Alors c'est là qu'on arrive à la tune thème, le générique, qui est encore fait par Maurice Bender. J'adore ce générique-là. Je l'avais pas vraiment trippé là, sur celui-là de On a vu que 2 fois. Mais qu'est-ce qui nous fait comme montage là, avec oui, encore un peu on fait comme s'excuser de changer d'acteur. On va avoir toutes sortes de flashbacks là, toutes des séquences jouées là, qui viennent des 5 premiers films. C'est juste comme pour dire que oui, c'est le même James Bond qui continue. Mais à part de ça, on va voir comme des silhouettes là, de James Bond qui court, puis il va y avoir des femmes là-dedans, tout ça. C'est du typique là, de qu'est-ce qu'on va voir par la suite, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on avait vu un peu là, aussi là, dans Opération Tonnerre. Moi, je veux dire, je l'aime beaucoup. Puis en plus de la musique de John Barry, là, la tune thème, on avait essayé de composer une tune là, pour au service secret de Sa Majesté là, avec le titre. Mais John Barry est arrivé, il a dit là, regarde, je peux pas t'arriver avec ça comme titre, là, il va falloir que ça sonne un peu trop là, patriotique, tout ça, puis je suis pas capable de composer quelque chose de même. Puis par la suite, probablement que il est pas John Barry, il voulait pas se faire le même tour qu'il s'est fait faire avec Mr. Kiss Kiss Bang Bang de Opération Tonnerre. Fait que on est allé de suite avec ça. On n'a pas cherché trop à trouver une toune. Il y a quelqu'un qui est arrivé là, qui avait quand même écrit les paroles, puis avec une musique, tout ça. Mais finalement, là, on l'a laissé tomber. Puis on est arrivé là, avec ce merveilleux thème-là. J'adore ce thème-là. Encore une fois, là, c'est tout ce qui y a rapport avec la trame sonore là, du film d'aujourd'hui. Là. Tout ce que Barry a composé, là, c'est de l'or en barre. Alors, on revient du générique. Puis, Bond se ramasse à un hôtel. Est-ce qu'il se ramasse à cet hôtel-là parce qu'il va avoir vu la cougar rouge de Tracy, puis qu'il dit, bon, je vais arrêter là. En tout cas, fait que, il va savoir que la voiture rouge elle appartient là, à la comtesse Teresa.
qu'il va croiser dans le fond au casino. Bien sûr, il y a un casino au même endroit. Puis le soir, Bond, il se ramasse au casino, puis il est toujours en train de jouer. Je veux dire, c'est James Bond. Puis éventuellement, Tracy, elle se pointe, puis elle essaie de gagner des sous, quelque chose de même, ou elle essaie de juste essayer quelque chose. Puis finalement, ça marche pas, puis elle n'a pas d'argent pour payer ce qu'elle a gagé, puis Bond va arriver, puis il va dire c'est beau, je vais couvrir ta perte. Puis là, il faut comprendre le personnage de Tracy. En gros, elle est perdue. Elle fait tout le temps des risques, puis elle voit où ce que ça l'amène. C'est pas nécessairement là, qu'elle n'a pas d'argent, parce qu'on va le savoir le lendemain matin qu'elle était capable de couvrir là, le 20 000 francs là, qui manquait. Mais probablement qu'elle voulait juste savoir qu'est-ce qui serait passé. Puis, ça l'a remis dans le trouble, quelque chose de même. En tout cas, c'est peut-être même aussi là, pour attirer l'attention à son père ou quelque chose de même. Fait qu'elle va donner rendez-vous à Bond dans sa chambre, puis que finalement, elle sera pas dans sa chambre, elle va l'attendre dans la chambre à Bond. Puis, tu sais, quand Bond va se ramasser dans la chambre à Tracy, il va y avoir un des gars qui travaille pour Draco qui va ramasser Bond. Il va y avoir une autre petite bagarre dans la chambre. Bien sûr, Bond, en sortant de la chambre, là, il va se resservir un peu de beluga, puis tout ça. C'est du typique Bond, puis j'adore ça. Puis, tu sais, même la manière qu'il va répondre au gars à terre, tu sais, je vais te laisser là, ramasser la chambre. Tu sais, c'est un petit peu comme du n'importe quoi, là, mais en tout cas. Fait que Bond se ramasse dans sa chambre, puis finalement, c'est ça. Tracy, elle l'attendait, puis elle dit qu'elle va repayer sa dette, puis, tu sais, dans le fond, elle couche avec, puis le lendemain, quand Bond se réveille, c'est ça, elle a laissé quand même les 20 000 francs là, pour payer tout au complet. Mais tu sais, il y avait le gars qui s'était battu contre Bond là, dans la chambre à Tracy, que tu sais, il se pointe à la porte, puis finalement, tu sais, il retourne de bord. On peut comme laisser supposer là, qu'en bout de ligne, il y a quelque chose là, de louche là-dedans. On le sait le lendemain matin, dans le fond, quand Bond redescend de l'hôtel, puis que finalement, il se fait interpeller là, par 3 gangsters ou 3, je sais pas, hommes de main de Draco. Il va l'amener à Draco, mais juste avant, c'est ça, Bond, il sait pas exactement où il est. Puis finalement, il essaie de se défendre, puis c'est juste pour qu'il prenne un peu le dessus sur la situation. Puis il va tomber dans le bureau de Draco. Draco va nous expliquer. Draco, là, c'est ça. Comme je disais un peu tantôt, c'est un genre là, de tête de mafia. C'est quelqu'un là, qui opère peut-être au même niveau là, de spectre. Puis on sait que Draco est dans plusieurs domaines. Puis en tout cas, je veux dire, c'est pas le gars qui marche très bien. Puis tu sais, là, Draco va essayer là, d'embarquer là, Bond dans la famille, si on veut. Il va y parler là, de Tracy et ses problèmes. Puis là, en même temps, il va y dire que là, il a vu comment que Bond qu'est-ce qui s'est passé avec Bond là, dans les derniers jours et tout ça. Fait que en bout de ligne, il pense que c'est quelqu'un comme Bond que Tracy a de besoin. T'sais, il va parler là, que c'est un homme pour la dominer et tout ça, c'est ça qu'elle a besoin. Puis, honnêtement, c'est genre de la culture italienne, tout ça. Puis, en tout cas, je veux dire, j'ai pas de pensée négative à rien, tout ça. C'est d'autres cultures, c'est comme ça que les gens sont élevés. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais, ça fait quand même assez drôle. Il y a un bout qui dit là, vraiment pour la dominer. Là, je veux dire, ça me fait quand même rire. Puis là, il va comme lancer un peu un hameçon où il va lancer une perche à Bond pour y penser là, en bout de ligne. Parce que Bond, dans le fond, il se dit, regarde, j'aime bien être célibataire, j'en profite en masse, tout ça. Fait que on sait bien là, en bout de ligne que Bond aime bien pouvoir. Il veut pas rester à une femme, puis ça, on l'a vu là, pour 5 films. Fait que quand il dit qu'il va y réfléchir, en même temps, l'autre il dit, regarde, pense-y, là, mais je dirais pas, je parlerais pas au MI5 ou MI6 plutôt pour dire où ce que je pense que Blofeld pourrait être, mais je pourrais peut-être le dire là, à mon gendre. Fait que ça fait penser un peu
James Bond. Mais Bond va partir de là. Il va descendre à son bureau. C'est là qu'on va voir Bond avec nos visages familiers là, de Bernard Lee en M et même Louis Maxwell en Moneypenny. Je dirais que c'est là qu'on voit qu'on a un peu un nouvel acteur. Il n'a pas l'air d'être autant à l'aise avec les acteurs là, que Sean Connery était rendu là, avec, surtout avec Moneypenny. On le voit qu'il y a quand même une différence. Là, un petit peu un petit fond de froid. Là. Il fait sa job, mais on voit qu'il y a un petit quelque chose là, qui manque. Avec M, Bond est comme prêt un peu là, de parler de sa nouvelle piste, mais M, lui, il est décidé. Ça fait 2 ans que l'opération pour essayer de retrouver Blofeld mène à rien, puis que Bond il a des meilleurs talents qui pourraient l'envoyer ailleurs. Fait qu'il va le retirer là, de Opération Bedlam qu'il appelle. Puis il va l'affecter à autre chose, mais en tout cas, il va dire regarde, c'est terminé pour l'instant, je vais t'envoyer sur d'autres choses. Puis Bond, il n'a pas le temps de dire quelque chose. Fait que Bond, il sort de là en beau maudit, puis là, ben, il dit à Moneypenny regarde, là, tu veux laisser une note, là, tu veux dire moi je donne ma démission, drette là. Puis, y a pas de. Je donne pas 2 semaines d'avis. Fait que, il va retourner à son bureau, puis il va commencer à fouiller dedans. C'est une des seules fois qu'on va voir le bureau à James Bond. Puis là, il va sortir des affaires qui étaient pas à lui en bout de ligne. Il va avoir le couteau là, de Honey Rider. Il va avoir la montre avec une corde dedans de Red Grant qu'on avait vu là, dans Bon baiser de Russie. C'est comme. C'est encore une fois là, pour nous montrer là, que c'est dans le même univers. C'est le fun un peu d'un côté, mais accepter là, que George Lazenby est là. Puis arrêter de nous faire des flashbacks ou plus des références aux 5 premiers films. Je veux dire, on l'a vu au début. Puis, on a tout compris. Là. Le générique là, avec la merveilleuse tune de John Barry. Ben, elle nous a montré là, plein de flashbacks. Puis, c'est ça, Fait qu'on n'a pas besoin de ça. Mais, point de vue scénario, là, en plus qu'on le prend dans le livre aussi, que John Bond va avoir démissionné. C'était pas exactement pareil là, dans le livre, là, c'était quasiment l'inverse. Où ce que Bond, il était comme persuadé qu'il n'y avait plus de spectre. Puis M voulait forcer, puis en bout de ligne, Bond était comme un peu tadé, là, puis il savait qu'il s'en allait frapper un mur. Mais l'idée est quand même pareille. Fait que, en tout cas, il nous remonte un peu là, des affaires qu'on a vues dans les autres films. Puis finalement, ben, pendant qu'il est en train de vider son bureau, Moneypenny, elle la rappelle, puis elle dit que M est prêt à le voir. En bout de ligne, probablement que Bond s'est dit bon, ben, c'est beau, j'ai passé mon point. C'est-tu le genre du chantage que Bond faisait ou quelque chose de même? En tout cas, parce qu'il va rentrer dans le bureau de M, puis M va dire ben, c'est beau, je te l'accorde. Puis là, il va ressortir en beau maudit, encore plus. Mais tu sais, en bout de ligne, c'est ça, il voulait faire du chantage ou quoi? C'est quoi exactement? Et là, il fallait que Moneypenny dise bon, regarde, lis donc ta note là, en bout de ligne. Puis là, ben, Bond se rend compte là, qu'il y a 2 semaines de congé plus tôt. Fait que Bond va comme remercier Moneypenny. Puis une fois que Bond est parti, ben il y a M qui va rappeler Moneypenny, puis il va dire merci beaucoup Moneypenny. C'est comme un peu drôle pareil en bout de ligne. En bout de ligne, ils ont comme un peu reparlé ensemble Moneypenny puis M là, puis ils ont dit bah c'est beau, regarde, on va placer ça de bain, puis Bond, il va être un peu naïf là-dedans, puis il s'en rendra pas compte. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve quand même le fun un peu. C'est comme on retrouve ces 2 personnages-là qu'on voit pour 2 minutes là, collés ensemble dans chaque film. Mais on dirait qu'il y a quand même une complicité entre M et Moneypenny. Puis Bond là-dedans aussi. On sent que ces personnages-là sont bien liés ensemble. Puis en même temps, on voit qu'il y a comme un lien. M, chaque fois qu'il sort de son bureau quelque part, il doit jaser avec Moneypenny. Il doit avoir quand même un bon lien entre les 2 personnages à quelque part. Puis on le voit juste pour quelques secondes, mais on sent que y a ce lien-là, juste pour le peu qu'on peut voir. Alors Bond va prendre ces 2 semaines de congé pour s'approcher de Tracy. Est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que c'est vraiment
les savoirs sur Blofeld. Tu sais, dans le fond, là, c'est sûr qu'un petit peu que ça va être un peu le problème de ce film-là. Oui, il va se ramasser à la fête là, à Draco, puis ils vont avoir comme un show de taureau, puis Tracy va se pointer. Tracy, elle va savoir un peu là, un peu qu'est-ce qu'il joue là. Il va avoir son ami là, Olimpo qui va y parler un peu aussi là. Puis elle est pas naïve, Tracy, puis elle sait qu'il y a quelque chose, il y a comme anguille sous roche là-dedans. Là. Fait que elle va forcer comme son père là, de dire qu'est-ce que Bond veut savoir. Puis là, ben, dans le fond, ça va un peu l'écœurer parce qu'elle se dit que Bond est là pour savoir sur Blofeld, mais il n'y a pas d'intérêt envers elle. Mais en même temps, je me dis, c'est-tu Bond qui a comme un fixe sur elle aussi, juste dans son point de vue à elle. Elle arrive tout d'un coup, lui, il se pointe, il est là, genre, depuis le début, il est tout le temps là, en train de la poursuivre, puis elle se ramasse à l'hôtel, puis il est là, puis là, tout d'un coup, elle va voir son père, puis il est là, je regarde juste ça d'un autre sens carrément. C'est peut-être juste un genre de maniaque qui arrête pas de la poursuivre. Je veux dire, je me semble à sa place, j'aurais quasiment peur. Mais c'est sûr qu'après ça, elle se rend compte que Bond, peut-être qu'il faisait tout ça pour savoir quelque chose de Draco, puis c'est pour ça que là, finalement, elle dit, garde, dis donc qu'est-ce qu'il veut savoir. Mais l'autre côté, Bond... il savait pas là, qu'il allait peut-être avoir là, toutes des connexions à partir de là. Fait que ça l'avance quand même dans son travail. Mais c'est pas quelque chose que je pense qu'il a voulu enclencher. Fait que elle ça la blesse quand même, mais Bond, c'est là aussi je me dis, Bond aurait pu arriver puis foutre le camp. Puis c'est pas la première fois que Bond doit faire ça. On le voit pas entre les films, mais c'est sûr qu'à quelque part, il doit arriver une genre de scène de même. Puis il doit sûrement partir des affaires de même. Mais là, Bond va décider qu'il va essayer là, de quand même là, de voir que s'il peut pas avoir quelque chose avec Tracy. Mais en même temps, je me dis, c'est une question de juste comme bien faire les choses ou quelque chose de même. Il va juste avoir un peu de remords. Il a quand même donné sa parole ou quelque chose de même. Qui est juste une question d'orgueil ou quelque chose de même. Que juste comme pour bien paraître puis pour. Que des fois qu'il a besoin d'autres choses, il fait juste ça pour son travail. Là. Puis c'est comme j'ai dit tantôt, là, c'est quelque chose là, que le film va avoir un petit peu de misère, je pense, à nous convaincre. Là. Point de vue scénario, il fait qu'est-ce qu'il doit faire. C'est peut-être là aussi que le Zenby est peut-être pas à la hauteur pour nous sortir cette émotion-là puis le sentiment que Bond a envers Tracy. Fait qu'on va avoir un montage d'amour ou quelque chose de même là, où ils vont se fréquenter puis ils vont faire plein d'affaires ensemble puis tout ça. Fait que dans ce temps-là, supposément qu'ils tombent en amour, des affaires de même, parce que c'est ce qu'on va comprendre là, quand on va voir Tracy un peu plus tard, qu'elle a commencé à avoir des sentiments pour lui, puis ça doit être réciproque. Puis pendant tout ce montage-là, on va avoir une chanson là, de Louis Armstrong, We Have All the Time in the World. Merveilleuse tune. Ça rajoute à la trame là, qui est dominée là, par John Barry. Mais c'est la tune de We Have All the Time in the World. C'est vraiment une bonne chanson. Ça complète quand même bien là, la trame sonore. Puis en plus, de savoir que c'est la dernière chanson que Louis Armstrong a chantée. Il est mort là, quelques mois, quelques semaines là, après là, avoir fait cet enregistrement-là. Ça rajoute peut-être un petit quelque chose, mais c'est ça, je veux dire, c'est vraiment là, une bonne chanson. Je l'aurais pas vu dans le générique, par contre. C'est peut-être un petit peu trop balade pour être la tune thème du film, mais c'est une chanson qui est vraiment solide. Puis elle est placée à le bon endroit. Puis ça va comme devenir le sous-thème de la trame sonore, parce qu'elle va revenir là, une couple de fois là, pendant le film, là, mais c'est la seule fois qu'on va entendre les vocales. Mais le thème de fond, c'est on va avoir ça, là, c'est plus le thème d'amour dans le film. Là.
Alors, Draco va avoir placé Bond sur une piste pour Blofeld. Il dit qu'il y a un avocat qui commençait à regarder quelque chose là, pour en Suisse. Puis peut-être que Bond devrait aller vérifier là, l'avocat Gumbold. Puis peut-être qu'il pourrait avoir de l'information pour trouver Blofeld. Fait que Bond va se ramasser dans le bureau de l'avocat. Puis tu sais, c'est vraiment juste une scène là, d'investigation. Il n'y a pas d'action, rien. C'est juste Bond rentre dans le bureau, il amène un gadget, une photocopieuse. C'était pas l'affaire la plus nouvelle dans le temps. Ça existait déjà depuis une couple d'années, là, mais j'imagine que c'était pas super. C'était pas. Il n'y en avait pas là, à toutes les pharmacies ou quelque chose de même. Je sais pas si c'était peut-être plus gardé juste là, pour des endroits fédéraux ou des imprimeurs, des affaires de même. Mais en tout cas, je trouve juste ça un petit peu curieux là, parce que j'ai fait mes recherches un petit peu. Là, ça faisait quand même un bon bout de temps là, que des photocopieuses existaient. Mais l'autre côté de la scène, c'est vrai qu'il y a encore aussi un gadget pour trouver la combinaison du coffre-fort. Puis il me semble qu'il était plus simple on a vu que 2 fois, c'était juste un petit gadget portatif. Puis là, il y a comme besoin là, de la grosse machine pour l'ouvrir qui est comme fusionné avec la photocopieuse. Mais en même temps, on ne sait pas si le petit gadget portatif était pas plus long que la grosse photocopieuse. Tout le temps dans le montage, il y a peut-être des choses qui ont été coupées plus, en guillemets. Là. Et à l'écran, ça paraît plus long, mais c'est ça. Peut-être que c'était quand même plus long. Ce qui est quand même plus le fun, dans le fond, dans cette scène-là, c'est juste comme pour voir comment il est nonchalant en bout de ligne. Je veux dire, il arrive là, puis c'est en train de se faire. Il est en train de regarder une revue Playboy pendant ce temps-là, puis juste tout se déroule, puis je veux dire, il n'y a pas de problème, puis juste son attitude, c'est très Bond, puis je veux dire, il ressort de là, puis il n'y a pas de problème. Fait que les documents qu'il va avoir photocopiés, ça va l'amener à savoir que Blofeld aurait comme fait une demande là, pour pouvoir être accepté là, comme un compte de Beauchamp, puis ça aurait peut-être rapport avec des ancêtres, puis qu'il y aurait peut-être le droit là, à de la royauté quelque part, tout ça. Fait que il doit comme se faire approuver là, tout ça. Fait que Bond va comme exploiter ça. Il va aller s'informer. Puis là, on va même savoir là-dedans, là, dans toutes ces scènes-là, un petit peu sur le personnage de Bond, là, sur comme le bouclier familial, là, le monde ne suffit pas, qui va être un titre de film plus loin. Puis c'est ça, on va savoir un petit peu, grosso modo, où est-ce que le Bond vient, là, mais c'est genre 2 lignes. Là. C'est juste comme quasiment la première fois qu'on entend parler quand même un peu là, de la provenance de Bond. Ou c'est sur le personnage d'où sa famille vient. Là. Alors, Bond, il va se déguiser en Sir Hilary Bray, qui, dans le fond, lui, c'est un représentant là, du collège là, que Blofeld avait fait affaire avec. Puis, c'est parce que ils doivent aller vérifier en personne si, mettons, il manque vraiment là, des lobes à ses oreilles. Parce que on n'avait pas de cellulaire pour pouvoir texter des photos. Fait que puis on peut texter n'importe quoi. Ou on pourrait même envoyer par courrier recommandé n'importe quelle photo. Fait que il faut que Hilary Bray se ramasse en personne pour aller confirmer. Puis c'est là qu'on va se ramasser dans les Alpes. C'est comme un peu une tournure dans le film. On va passer là, pas mal tout le restant du film là, au fret. Puis en même temps, je comprends qu'on a un peu de. On a peur de montrer George Lazenby. Puis ça, c'est une autre affaire là, qui va être un petit peu tannant là-dedans parce que on va avoir doublé George Lazenby dans ces scènes-là pour que sa couverture fonctionne. Ça paraît pas si vous l'écoutez en français, mais on a changé comme la voix de Lazenby. Puis c'est un autre acteur pour qu'on se rende pas compte là, que c'est James Bond. Puis ça fait peut-être référence à l'idée que dans le dernier film, Bond et Blofeld étaient face à face.
Mais en tout cas, c'est à savoir qu'est-ce qui se passe entre les deux, pourquoi que Blofeld reconnaît pas James Bond. Je comprends dans le livre, c'était pas. Il l'avait pas vu à date parce que c'était Opération Tonnerre avant. Et Bond s'avait battu contre Largo, puis il pouvait avoir entendu de parler de James Bond, mais même dans Bon baiser de Russie, il y avait des dossiers où on pouvait voir James Bond, tout ça, les films qui avaient été filmés quand Bond et Tatiana Romanova avaient couché ensemble, tout ça, il y avait des photos, là, c'est sûr, à quelque part. Là. Ben, c'est ça. On dirait qu'on va comme oublier quand même là, ce qui s'est passé là, dans les autres films. Puis, c'est une erreur à quelque part, mais je pense que on a voulu comme forcer sur le scénario, puis on voulait juste dire que les 5 autres films se sont produits, mais on va quand même pas faire des liens directs. En fait, le scénario, là, bien sûr, c'est pas visuel, là, on l'a vu, là, mais en tout cas, ça marche pas, mais c'est pas grave, on va continuer à partir de là. Alors, en parlant de Bon baiser de Russie, ben, on va avoir un genre de clone de Rosa Klebb avec Irma Bunt. Puis, tu sais, en tout cas, la madame a genre 52 ans, puis c'est vraiment triste parce que la madame est décédée, genre, à peu près une semaine après la sortie du film. Tu sais, le personnage, là, est vraiment. Tu sais, il est bien choisi, là. Elle a vraiment de l'air de qu'est-ce qu'elle est. Elle a l'air vraiment sévère, tout ça. Tu sais, je veux dire, elle est parfaite pour le rôle, comme que Rosa Klebb était parfaite pour le rôle aussi. Tu sais, mais je me dis, c'est quoi que le Spectre a pour les Russes? On a eu Rosa Klebb, on a eu Irma Bunt, on a Fiona Volpe, puis on a eu Helga Brandt la dernière fois. Tu sais, c'est comme si t'es russe, t'es méchant, tu travailles pour Spectre. En tout cas, c'est juste drôle, là, quelque part. Je sais pas si c'était un choix volontaire. Mais, tu sais, ça me fait quand même un peu penser aussi à Helga Brandt, justement. La dernière fois, parce que je la comparais avec Fiona Volpe du film précédent. Ben là, tu sais, on va peut-être pouvoir comparer elle à Rosa Klebb, parce qu'ils sont peut-être dans le même format, quelque chose de même, là. Mais, tu sais, c'est deux personnages totalement différents. Puis, tu sais, en apparence, oui, ils se ressemblent. Mais, tu sais, il y a quand même une bonne distance entre les deux films, là. C'est pas comme Helga Brandt la dernière fois, c'est comme on essayait de comme calquer le personnage du film précédent. Là, tu sais, on va rechercher des éléments. Ça rappelle, mais tu sais, c'est quand même assez différent. Tu sais, il y a quand même un peu de temps que se sont produits entre les deux films, que ça a l'air quand même un petit peu, je veux pas dire nouveau, là, mais la référence est pas trop directe. Mais en même temps, ben, tu sais, c'est pas le même personnage. Mais chose est certaine, c'est que j'aimerais pas être coincé là, dans la même salle qu'un des deux. Alors, on va s'en aller vers le Piz Gloria. Tu sais, dans le fond, Blofeld, il s'est fait chauffer les fesses dans le volcan dans le film précédent, fait que pour contrer ça, ben, il s'en va se refroidir les fesses en haut des Alpes. Vraiment un bel endroit qu'ils ont trouvé. Tu sais, dans le fond, c'est un restaurant qui était en haut de la montagne. Puis, tu sais, il n'y avait pas de place pour mettre un hélicoptère. Puis, c'est quelque chose que on a remédié, on a vraiment construit ça pour le restaurant, puis finalement, ben, c'est ça que je crois qu'il est resté sur place par la suite. Puis en tout cas, j'aimerais bien. C'est un des endroits, mettons, que je couvrir, là, aller visiter des endroits que James Bond est allé dans ma vie. Ben, j'aimerais bien ça. S'il y a une place que je dois aller, là, j'aimerais bien aller voir cet endroit-là. Là. C'est comme un endroit clé. Là, je pense qu'il serait quand même assez le fun à aller voir. Mais en tout cas, fait que Bond arrive, puis il est assigné à sa chambre. Puis tu sais, je me dis juste si mettons c'était le vrai Hilary Bray qui était sur place, tu sais, il se fait envoyer dans une chambre, puis tu sais, il est comme clôturé, puis tu sais, toutes les directives qui en suivent, il peut pas sortir de sa chambre, puis tu sais, c'est comme il doit quasiment sonner pour faire sortir. Tu sais, elle, Irma Bunt, va donner une raison bidon dans le fond, là, tu sais, elle veut pas que le monde se promène pendant qu'il dorme, des affaires de même là. Mais tu sais, je sais pas que si ça avait été le vrai, si comment ça s'aurait déroulé, qu'est-ce que lui aurait fait, tu sais, il aurait-tu dit bon ben moi je veux dire je viens pas faire ça si maintenant je suis contraint de même, quelque chose de même là. Mais bon, lui il a pas le choix de faire ça pour pas trop attirer l'attention.
Fait que Bond va inspecter sa chambre. Il va rien trouver d'anormal dans la chambre, ce qui laisse probablement soupçonner qu'ils font confiance que c'est vraiment lui. Après ça, ben, c'est ça. Il va se changer. Là. Il va être en écossais. Puis il va se ramasser au souper, puis c'est là qu'on va être introduit aux 12 anges de la mort. Dans le fond, c'est 12 filles qui sont qui ont eu une allergie à quelque chose. Puis, tu sais, dans le fond, tout l'endroit, c'est une clinique. Je pense que pour de vrai, c'est un restaurant, là, mais dans le film, c'est une clinique pour des personnes qui ont eu des allergies. Puis après ça, ben, en tout cas, on va en reparler là, dans quelques minutes. Bond va se ramasser à la table. Mais tu sais, dans le fond, dans son personnage, je sais pas si le vrai Hilary Bray était homosexuel, là, mais en tout cas, Bond va agir comme un homosexuel, puis il va montrer qu'il n'y a pas d'intérêt du tout envers les femmes. Mais c'est probablement aussi pour la couverture, pour pas trop attirer l'œil, encore une fois. Puis, il va utiliser comme sa couverture comme s'il connaît tout, là, en fait, des choses dans le site, puis il connaît toutes les généalogies, là, tout le milieu, puis il est capable de regarder quelque chose, puis commencer à l'essayer là, de le décortiquer. Je sais pas comment de temps d'entraînement qu'il y a eu pour faire ça, parce que je veux dire, c'est sûr qu'il doit avoir une culture dans lui aussi, il doit savoir des affaires, mais de pouvoir tout en parler, puis que même les filles ont l'air un petit peu à quasiment s'endormir, à s'emmerder pendant qu'il est en train de parler. C'est un peu à se demander comment ça qu'ils ont encore intérêt envers lui, mais ils n'ont pas les 12 un intérêt envers lui, mais en même temps, ben, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu d'homme à cet endroit-là. Puis, ils n'ont pas vu d'homme. En bout de ligne, il doit y avoir du monde qui se promène pareil, mais en tout cas, jamais d'homme aussi charmant que James Bond, on peut mettre ça de même. Mais, Irma Bond est assez rapide à chaque fois que Bond essaie de poser des questions aux filles, et là, eux autres peuvent pas parler, là, ça fait partie des règlements ici, là, tout ça. Puis, ça fait que ça continue de même. Mais là-dedans, il va mentionner que j'ai un livre, puis finalement, Irma Bond va essayer de dire tu me prêteras, puis moi je vais m'arranger pour le distribuer, le livre. Mais il y en a une qu'il va réussir elle va réussir à y laisser une marque de rouge à lèvres sur la cuisse à Bond, puis elle va lui dire qu'il est dans la chambre numéro 8. Alors, Bond, il va être appelé par Blofeld. Dans le fond, il va avoir une petite discussion. Puis, tu sais, Bond va comme un peu toujours essayer là, de faire sortir Blofeld de la Suisse, qui va un peu tirer là, l'attention à Blofeld pour dire il y a quelque chose qui marche pas là, parce qu'il est toujours en train de me demander d'une manière de sortir d'ici. Il y a une raison en arrière de ça. Fait qu'il va commencer à faire tranquillement ses recherches. Puis pendant même ce temps-là, il y a Campbell qu'on avait vu un peu plus tôt là, dans la scène où Bond est en train là, de photocopier les documents là, dans le bureau là, de Gumbold, qu'il est en train de chercher un moyen là, de monter là. Je sais pas exactement pourquoi, mais en même temps, Blofeld, une fois qu'il va le coincer là, en train d'essayer d'escalader la montagne, il doit sentir qu'il y a quelque chose qui marche pas là, dans tout ça. Mais même Blofeld va essayer de lancer une crosse à James Bond, puis voir qu'est-ce que il allait répondre, puis Bond est tombé dans le panneau. Mais tu sais, c'est pas tout de suite ça. Dans le fond, Bond va entre-temps, il va retourner dans sa chambre, puis là, c'est ça, il va savoir qu'il y a une des filles qui l'attend dans la chambre 8. Il va réussir à trouver un moyen de sortir de sa chambre, puis il va aller la trouver dans son lit, dans une scène assez bandesque. Ce qui est quand même assez drôle là-dedans, c'est que tout ce qu'il va dire à la fille, dans le fond, qui est belle, ferme la lumière, tu rennes dans le noir, des affaires de même, là. Quand il va retourner à sa chambre, puis il y en a une qui l'attendait dans sa chambre, il va dire la même exacte affaire. Je veux dire, ça m'a fait quand même assez rire en bout de ligne. Oui, le film, là, ça fait peut-être une vingtaine de fois que je le vois, mais quelque part, tu sais, qu'on est en train de prendre des notes, puis, tu sais, les films, je les écoute peut-être aux 2 ans. Puis, tu sais, je veux dire, ça m'avait comme échappé carrément, là, qui redit le même scénario ou les mêmes lignes, là, c'est quand même. En tout cas, ça m'a fait rire. Puis, tu sais, c'est comme en contexte. Puis, tu sais, à quelque part, tu vois qu'il est comme là, OK, il répond n'importe quoi, mais en bout de ligne, il répète la même affaire.
Mais c'est là qu'on voyait que les filles sont comme sous hypnose, puis qu'ils ont comme une cassette qui marche là, comme adaptée à chaque fille, puis que c'est comme juste pour les programmer à ce que plus tard, ben, ils vont pouvoir suivre le plan là, machiavélique de Blofeld. Mais en même temps, je me dis, ben, il y en a une qui n'a pas écouté la cassette, elle est sortie de la chambre avant que. Je ne sais pas si Bond était déjà sorti de ben, si mettons elle attendait Bond dans sa chambre ou si mettons elle est sortie par la suite après sa cassette peut-être là. Ça, on ne sait pas tout à fait, là, mais en tout cas. Alors, la nuit suivante, il y a une scène dehors où la première fille, elle dit hey, je veux te revoir à soir, puis il donne un rendez-vous à 8h, puis là, ben, la deuxième arrive, puis il donne rendez-vous à 9h, puis il y en a un autre qui passe, puis il dit à 10h, c'est comme. Ça fait quand même assez rigolo, mais c'est ça. À 8h, Bond, fidèle à son rendez-vous, mais l'autre côté, ben. Il arrive, puis c'est Irma Bond qui l'attend dans son lit. Fait que Bond est découvert, puis c'est là que on va avoir pas mal le face-à-face de Bond et Blofeld. Ça s'avait vu un peu avant, là, mais là, là on parle là, vraiment le méchant et le bon. Là, je veux dire, c'est vraiment le discours typique. Puis on va savoir un peu c'est quoi le plan à Blofeld. Le plan à Blofeld, dans le fond, c'est d'envoyer comme une genre de guerre bactériologique, puis qu'il va envoyer, ça va rendre des gens infertiles, mais ce qui va commencer par des animaux, puis après ça, ben, il va espérer que les gouvernements, éventuellement, vont payer ses attentes avant qu'ils se rendent aux humains. Là, cette fois-là, ben, c'est Telly Savalas qui a repris le rôle de Donald Pleasence la dernière fois. Honnêtement, j'aime bien Telly Savalas dans ce rôle-là. Je trouve qu'il met un petit peu plus d'humanisme dedans. Je pense que j'ai rien contre Donald Pleasence. Je l'aime bien dans la série Halloween. Mais on dirait qu'il était comme. Il n'avait pas l'air d'être à sa place. En fait, là, de côté iconique, c'est correct. Mais pour le film qu'on a aujourd'hui, je trouve que Telly Savalas, il prend très bien le rôle. Puis, pour avoir la discussion avec Bond, j'aurais pas vraiment vu Donald Pleasence faire le rôle d'aujourd'hui. C'est sûr que même Blofeld va être un petit peu plus physique. En fait, il va faire plus de choses. Il va descendre en ski, il va se battre contre Bond à la fin. Il va avoir plus des choses que je verrais pas nécessairement là, Donald Pleasence, ou je ne croirais pas à Donald Pleasence en train de faire ces scènes-là. Alors, Bond est comme placé en confinement. Dans le fond, sa cellule, ça va être la salle des machines où on a les câbles qui remontent les cabines pour se rendre en haut de la montagne puis redescendre en bas, tout ça. Fait que c'est comme sa prison, mais en bout de ligne, il y a une sortie. Fait que, il va déchirer ses poches de l'intérieur, puis finalement, il va se promener sur le câble, puis finalement, il va embarquer sur une cabine, il va sortir de là. Il va voir les filles qui ont dans le fond, leur cadeau de départ. Dans le fond, c'est comme leur cadeau de Noël, puis là, ils ont les dernières instructions pour embarquer là, dans le plan à Blofeld. Puis là, dans le fond, c'est tout inconsciemment. Là, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas que c'est des méchantes filles, là, en bout de ligne. C'est juste tout programmé là, à l'intérieur là, dans leur tête. Fait que Bond, il doit prendre. En tout cas, il essaie de prendre un ascenseur. Pour qu'il n'a pas continué par l'extérieur. Il va prendre quand même un ascenseur, va rentrer à l'intérieur. Puis tu sais, ça me fait penser un petit peu à Goldfinger, cette passe-là, où il prend l'ascenseur, puis le gars à la porte, il s'en rend pas compte. Tu sais, il attend, puis là, tout d'un coup, il se rend compte que l'ascenseur a descendu, mais il n'y a personne qui est sorti. Heureusement, il n'y a personne qui a essayé d'utiliser l'ascenseur pour que l'ascenseur remonte. Puis même là, une chance qu'il n'y avait personne en bas pour l'accueillir. Fait que le gars arrive, puis pour voir qu'est-ce qui se passe dans l'ascenseur, puis finalement, Bond l'attendait.
C'est un peu dans le même genre que de niaiser le monde, comme dans Goldfinger, comme j'ai dit. Puis là, ben, on se ramasse où ce que Bond veut sortir de là. Il va mettre des skis. Puis là, OK, c'est figurativement, là, la pente de ski, elle descend, mais le film, là, il monte. C'est tellement hot, là. La scène de ski, puis là, c'est la première, il va en avoir une deuxième plus tard. Mais toute la poursuite, là, tout ce qui se passe là, par la suite, je veux dire, c'est de l'action mur à mur. On a la descente de ski, la poursuite. C'est quand même une longue poursuite. Puis, je veux dire, c'est vraiment tout le temps le fun à regarder. Il n'y a pas de longueur dedans. Bond arrive en bas. Il y a encore quelques combats à main nue. Puis, tu sais, en tout cas, il arrive en bas, il va croiser Tracy, mais tu sais, juste avant ça, c'est quand même un drôle de sentiment. On dirait qu'il a de l'air tellement insécure, il a pas de l'air sûr, tu sais, il a de l'air à vraiment comme avoir peur un peu. C'est la manière que, en tout cas, moi, je le perçois. Il a pas de l'air trop sécure. C'est pas le sentiment que j'ai en général envers Bond, que normalement, il a de l'air être pas mal plus confiant. Puis là, ben, il a de l'air un peu à perdre un peu le nord. Puis là, c'est là où ce qui arrive, dans le fond, il est dans le bas fond, où ce que, comme par hasard, Tracy, elle se pointe en face de lui. Elle faisait du patin parce qu'elle savait que Bond était dans ce coin-là. C'est son père qui avait dit qu'il allait aller là. Puis elle, ben, elle faisait du patin, puis elle s'est dit, à quelque part, ben, je vais croiser mon amoureux, James Bond, éventuellement. Ce qui est étrange à partir de là, c'est Tracy, on va prendre sa voiture, ça va être elle qui va conduire. Elle va comme un peu prendre le dessus sur Bond, ça va être un peu elle là, qui va mener, là, peut-être là, pour le 15-20 minutes qui va rester plus tard au film. Ben, pas toute la totalité, mais une bonne partie. Elle va prendre un peu le dessus sur le film. C'est elle qui va conduire la voiture. Il va y avoir une bonne scène aussi là, où ils vont rentrer là, dans une piste de course. Puis, j'aime tout ça. Là. Je trouve que l'action est solide. Il n'y a vraiment pas de bout là, que je trouve long. Je veux pas dire qu'avant la scène de ski, je commençais à trouver ça un petit peu long. Mais je trouve juste que il y a de l'histoire, il y a l'histoire qui se construit, mais là, tout d'un coup, ça laisse aller. Là, ça dégage, puis là, c'est juste l'action mur à mur. À part de ça, ben, il faut juste faire une petite pause où ils vont arrêter là, dans une grange parce que là, il commence à neiger trop. Puis c'est là que Bond va s'arrêter puis va proposer de se marier à Tracy. Et c'est là que j'ai comme un petit peu pas de. Juste un peu un lien à quelque part. Là. Je trouve que ça traverse pas à l'écran. Je trouve juste ça dommage. À quelque part, je comprends que c'est ça un peu qu'il faut essayer là, de comprendre que Bond est tombé en amour avec elle. Mais peut-être qu'on aurait dû avoir Tracy tout le long du film. Pas juste la revoir tout d'un coup qui réapparaît là, après 45 minutes qu'on la voit pas. La revoir à l'écran puis tout le long puis que qu'ils font le film main dans la main là, peut-être là, en tout cas avoir réécrit quelques scènes, c'est sûr que ça aurait demandé ça. Puis peut-être aussi que juste l'affaire, c'est juste l'expérience à George Lazenby, qu'il n'est pas capable de transmettre l'émotion. C'était un peu des deux, à mon avis. Puis aussi, ça va du fait que c'est le genre de choses qu'on a déjà vues auparavant. Puis pourquoi que elle, il décide que c'est la bonne. Là. C'est un peu ça que on dirait que j'ai de la misère un peu à suivre ou embarquer dedans. Mais tu sais, la plupart, que ce soit Honey Rider, que ce soit Tatiana Romanova, que ce soit Pussy Galore, que ce soit n'importe quel, tu sais, peut-être que suite au film, on a eu comme 3 semaines, 1 mois, puis peut-être que c'est pas la première qui propose en mariage, mais c'est la première que qu'on voit là, à l'écran. Là. Peut-être techniquement, là, on peut peut-être se dire ça, mais aussi c'est le seul personnage, je pense que on a passé beaucoup de temps avec de Tatiana Romanova. Ça a été quelque chose comme 2 semaines, 3 semaines dans Bon baiser de Russie. Honey Rider, c'est quelque chose comme 48 heures. Pussy Galore, c'est peut-être 1 semaine, mais entremêlé là, de les choses qui se passent avec Goldfinger. Domino, c'est comme on and off. C'est quelques jours aussi. Je pense que c'est 48 heures aussi.
Puis ici, Suzuki, on a vu que 2 fois, c'est peut-être ça aussi, là, c'est peut-être 3-4 jours. Puis à quelque part, ben, c'est juste comme la première fois quasiment qu'ils s'embrassent dans le bateau à la fin. Il y avait une fois dans la montagne, là, mais je veux dire, c'est comme le début de la relation. Là. Fait que dans ce film-là, depuis le début, on a eu les scènes avec le montage qu'on avait eu avec la chanson avec Louis Armstrong. Puis il y a eu du temps. C'est juste que ça sort pas à l'écran. C'est ça que je trouve plate. Au réveil, ben on a une autre comme la poursuite en ski numéro 2, mais cette fois-là, on a rajouté Tracy qui est avec Bond. Un petit peu moins excitante que la première. Je trouve que la première avait plus d'adrénaline. Mais toutes ces scènes-là avec en plus la musique de Barry, je suis aux anges à peu près. Là. Je trouve que juste ces scènes-là, en plus de Barry, c'est vraiment hot. Là. Sauf que c'est peut-être la deuxième scène de ski est peut-être un peu trop. Il y a un bout où il y a un souffleur, puis il y en a un qui tombe dedans. Je trouve ça quand même un peu violent pour comparer à ce qu'on est habitué de voir vraiment à l'écran. Le corps qui ressort, tout le sang qui ressort, c'est pas du sang rouge, ça sort orange parce que c'est mêlé avec la neige. Mais c'est pas. Normalement, on y va pas aussi explicite que ça. Depuis le début de la franchise, il y a eu des affaires que. Comme le gars dans Opération Tonnerre qui est tiré au requin, on voit du sang dans la piscine. Des affaires de même, mais je trouve que celle-là est peut-être un petit peu plus explicite au final. Là. Je pense on montrait quand même comme un bras passé ou quelque chose de même là, en rapide, là, mais quand même. La poursuite, elle va se terminer quand Blofeld il va lancer un genre de flair puis que ça va provoquer une avalanche. Là, Bond qui va être enterré puis Tracy aussi, mais Tracy elle va être Blofeld va réussir à la trouver dans le tas puis que finalement ben, il va décider que il va l'amener à son repère. Bond il va retourner à son bureau, puis le Blofeld va avoir déjà lancé sa menace avec son vaccin, son virus Oméga. Puis les gouvernements vont avoir déjà décidé là, qu'ils vont payer la rançon. Je veux juste me dire, ils n'ont pas vu Opération Tonnerre, eux autres? Ils ont eu toute une opération, puis ils n'ont pas eu peur du tout dans Opération Tonnerre que si, mettons, Blofeld est au courant de tout ça, il aurait pesé sur le piton, c'est tout, c'est là juste, ok, c'est un virus aérien, ou en tout cas, c'est un virus bactériologique qu'on peut pas voir, ok, mais ça vaut la peine, je pense, d'essayer, là. Il va demander, on va apprendre dans ces scènes-là que Blofeld, dans le fond, ce qu'il veut, c'est l'amnistie, comme être pardonné pour tout ce qu'il a fait, mais en bout de ligne, on s'entend qu'il va recommencer par la suite, ou peut-être pas. Je veux dire, s'il demande ça, c'est peut-être parce qu'il veut virer straight après ça. En tout cas, on s'entend que moi, je crois pas vraiment à ça. Mais en même temps, je vais revenir un peu à les motivations de Blofeld. Dans les comme Bon Baiser de Russie ou dans Opération Tonnerre, on voit que Spectre est quand même assez organisé. Ils ont des gens qui opèrent partout. Ça a l'air à avoir une grosse opération. Là, ça marche à plein gaz là, sur le côté à Spectre. Là, c'est comme on dirait que Spectre est comme synonyme de Blofeld. Il n'y a plus vraiment personne d'autre. Blofeld est juste comme isolé tout seul. Puis là, ben, même le fait qu'il a de l'air à comme essayer là, de gagner le cœur à Tracy, on dirait. Je trouve juste ça que c'est un peu. Il voit plus grand. Là, je trouve que il y a quelque chose là, qui fait que l'étau se resserre alentour de Blofeld. C'était quelque chose que je trouvais qu'il y avait comme. Qui nuisait un peu au personnage là, quand il était interprété par Donald Pleasence. Qu'on dirait que le monde s'en vient plus petit, puis que
il est un petit peu. C'est pas exactement pareil. C'est moins pire qu'avec Donald Pleasance. Je veux dire, il va un peu plus global, mais c'est juste les intérêts à Blofeld. Je trouve que c'est pas pour l'organisation, comme que ça semblait plus être dans les deux premières fois quand on n'avait pas de visage sur Blofeld. Mais ça n'enlève pas du tout la performance par Terry Savalas, puis même le personnage qu'il fait. C'est juste que il marche pas, je trouve. J'ai pas l'impression que c'est Donald Pleasance, comme que c'est. J'ai pas l'impression que c'est Terry Savalas qui a éliminé là, le numéro je sais pas, le numéro 4 là, ou n'importe quel autre là, qui était à la table là, dans Opération Tonnerre. J'ai pas l'impression. En tout cas, j'ai moins l'impression que c'est Donald Pleasance. Peut-être un peu plus Terry Savalas, mais il y a vraiment une différence là, entre les deux films ou les deux versions de Blofeld. Alors, Bond, puisque le MI6 n'est pas prêt à s'engager là, physiquement pour essayer d'arrêter Blofeld, il doit se tourner vers Draco, que lui, en bout de ligne, il se croisait les bras à savoir que sa fille était kidnappée. Peut-être qu'il ne savait pas aussi. Mais tu sais, s'il ne savait pas, j'imagine Bond rappeler Draco et dire ouais, tu sais, t'as pas entendu parler de ta fille, mais tu sais, ça fait genre une semaine et demie qui est kidnappée, là, puis j'ai décidé de t'appeler parce que là, je pense que ça serait utile que tu sois là pour aller la secourir. Tu sais, j'imagine juste ça, là, tu sais, mais en tout cas, peut-être qu'il est au courant puis que lui essayait de faire quelque chose, mais Bond disait, là, attends un peu, j'ai un plan, je vais pouvoir peut-être y aller d'un côté diplomatique, puis ça va peut-être être plus facile d'y aller, mais en tout cas, je sais pas exactement. L'histoire veut qu'on utilise Draco pour y aller, là, c'est un peu ça, un peu l'idée pour essayer de faire une plus grosse fin, puis peut-être lier un peu Bond et la famille à Draco là, et Tracy dans le fond. Fait qu'ils vont se rendre sur l'île, puis il y a Draco qui va essayer là, il va niaiser là, pour essayer de passer avec son hélicoptère, puis finalement il va réussir à les duper. Pendant ce temps-là, ben il y a Tracy qui, comme que je dis là, il y a Blofeld qui fait des avances. Puis là, ben elle va tranquillement essayer d'embarquer là-dedans quand elle va se rendre compte que c'est son père qui est en chemin pour essayer de la sauver de là. Puis là, ben, ça va comme virer un peu quand les attaques vont commencer. La tune thème de James Bond va embarquer là, de plein fouet. Puis ça va être Tracy qui va faire l'action. Je sais pas, ça marche pas tout à fait. Là. Il faudrait que ce soit James Bond qui fasse des James Bonderies. Peut-être pas voir Tracy en train de se défendre. En tout cas, moi, c'est ce que je me dis. Là. C'est le tune, la tune thème à James Bond, pas la tune thème à Tracy. Mais l'autre côté, je sais que le réalisateur aimait beaucoup la chanson de James Bond puis il voulait la mettre pour... on a vu que 2 fois, mais là, encore une fois, on veut la mettre. Aussi, c'est peut-être un côté pour encore lier l'univers, pour être sûr qu'on sache que c'est la même production qui est en arrière de ce James Bond-là. Mais encore une fois, ça a l'air d'être un peu plus collé à l'écran. Ça aurait été le fun de revoir une nouvelle version là, de la tune de James Bond. Parce que surtout qu'elle contraste beaucoup avec le style de Barry là, dans le film d'aujourd'hui. Tu sais, ça marchait dans le premier film, ça marchait quand même dans le deuxième film. Peut-être au pire Goldfinger, si on l'avait eu là, ok. Mais par la suite, le style à Barry a tellement changé que ça marche pas, là. Ça jure. Le plus de banderies qu'on va avoir, ça va être Bond qui va glisser sur l'allée qu'il y avait pour se rendre où ce que l'hélicoptère atterrit. Puis ça me fait penser, est-ce que quand il allait sur cette passerelle-là, un peu plus tôt, il n'y avait pas besoin nécessairement des crampons, tout ça, puis là, c'est tout bien glacé. Là. Il y a vraiment, tu as besoin quasiment des patins là, pour tu peux utiliser des patins sans problème là, pour aller sur la passerelle. Ça n'a comme pas de sens, mais c'est juste pour avoir Bond qui glisse puis qu'il y ait quelque chose à faire. Alors, Tracy, elle va être secourue.
Puis Bond va continuer à courir après Blofeld. Dans le fond, il va essayer là, d'arrêter de trouver les codes pour le vaccin. Puis en tout cas, savoir où ce que toutes les filles sont, va prendre des photos. Puis à partir de là, ils vont savoir tout où se diriger puis régler ou terminer le plan Blofeld. Puis là, si on n'avait pas eu encore assez là, de scènes dans la neige, Bond va poursuivre Blofeld dans une bobsleigh. Puis encore une fois, c'est quand même de l'action, je veux dire, c'est frénétique, ça va à 100 à l'heure cette affaire-là. Je trouve encore une fois, là, c'est une bonne manière là, de terminer pour avoir le combat final. C'est clairement mieux que le dernier combat qu'on a eu avec Hans dans le dernier film. On s'est rattrapé. Là, on a Bond contre Blofeld. Puis, il y a des grenades qui se lancent. Bond, il n'a pas le choix de se propulser de son bobsleigh, mais il réussit à rattraper Blofeld, puis il embarque sur sa bobsleigh à lui, puis là, ils se battent les deux ensemble. Ça se joue dur. Puis, c'est ça que je trouve qui fait un gros côté là, positif pour le film. Là, dans le livre, Blofeld réussit à se sauver, mais dans le film, Blofeld va rester accroché dans un arbre. Ou pour utiliser une banderie que je pense qu'il n'utilise pas en français, Blofeld est maintenant branché. En tout cas, ça sort de moi. Puis, par la suite, il va comme s'écraser là, avec son bobsleigh, puis on va sauter en avant. Je me dis juste, pourquoi Bond, aussitôt que il y a un chien qui vient le voir, puis il a de l'air à tout être bien content, il n'est pas allé voir si Blofeld est encore accroché à l'arbre, si mettons, il n'est pas allé le décrocher, puis il l'a pas amené aux autorités, tout ça, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Faut supposer que peut-être qu'il est reviré de bord, puis qu'il est allé voir si Blofeld est encore branché, comme je dis, peut-être qu'il était plus là, mais on veut pas nous le montrer ça. On veut nous laisser comme la surprise pour la fin. Que dans le fond, Blofeld n'avait pas besoin d'être là au dernier moment. Fait que Bond va se marier, puis on va voir des scènes avec Q qui parle à Bond, puis comme on voyait que la relation entre Q et Bond était un petit peu rigoureuse au travers des derniers films, puis là il parle quand même un peu, puis je trouve que c'est quand même une belle petite scène un peu. Il y a M puis Draco que dans le fond ils sont pas tout à fait sur la même équipe, que ils se lancent un petit peu la balle, puis ils disent ouais c'est toi qui as fait telle affaire, tout ça, puis j'ai apprécié comment je trouve que t'as bien fait ça pour me contrer, puis des affaires de même, c'est quand même une autre scène qui est quand même le fun. Puis il y a une scène où il y a Moneypenny qui pleure un peu parce qu'elle a perdu Bond, quelque part je pense qu'elle n'a pas besoin assez bien qu'elle sortira jamais avec, mais je trouve que c'est quand même touchant un peu, Bond va y lancer le chapeau, puis je trouve que juste le montage là-dedans, je trouve ça quand même le fun. Peut-être que ça aurait été le fun de voir Connery faire ça, comme pour clôturer comme ces films là, avec Moneypenny. Mais c'est ça, après ça, ils vont comme partir en voyage de noces, puis ils vont arrêter sur l'accotement pour enlever les fleurs là, de la voiture. Puis Blofeld et Irma Bond vont passer en voiture, puis ils vont commencer à mitrailler la voiture. Puis finalement, Tracy va mourir là. C'est quand même une scène assez... c'est touchant quand même, à quelque part, parce que je pense qu'on n'est jamais allé sur ce terrain-là avec James Bond. On va y retourner là, vraiment plusieurs années plus tard. Mais tu sais, c'est juste un peu toute la tragédie de la chose. Finir sur cette note-là, je trouve que tu sais, c'est quand même... c'est vraiment hot. Puis tu sais, je veux dire, dans le fond, c'est rien différent du livre, mais comme voir ça à la fin, où chaque fois, là, ça finit tout le temps là, du bon côté, on met la chanson de James Bond dans le piton, puis
on va voir James Bond la prochaine fois dans une nouvelle aventure. Ça marche pour un film comme Thunderball. On a vu que 2 fois tout ça. Ça marche. La tune thème de James Bond avait embarqué plein fouet après. Puis honnêtement, je trouve que on aurait dû avoir une autre variation de la chanson. Ou peut-être avoir un rappel de la chanson de Louis Armstrong. Elle joue en version instrumentale, mais je pense qu'on aurait peut-être pu la remettre encore avec des vocales à la fin. Je pense que ça aurait eu peut-être un petit peu d'impact. C'est sûr que le but d'un film de James Bond, tu veux pas nécessairement sortir de la salle de cinéma, je veux dire Mossad, ou je veux dire un peu triste ou quelque chose de même sur une mauvaise note. Tu veux avoir du plaisir tout le long. Puis ça finit comme sur une note pas mal sombre comparé à tout ce qu'on a vu dans la série. Puis je trouve ça quand même correct là, d'avoir fini avec la tune de James Bond. Sauf que c'est ça, pour la scène, je pense qu'on aurait dû finir sur une autre note quand même. Là, c'est maintenant Connery aurait décidé de faire le film comme qui était planifié. Je pense que c'était supposé être le film après Goldfinger, puis finalement on a décidé de faire Opération Tonnerre avec ce qui s'était passé avec Kevin McClory, puis après ça on a décidé quand même de faire On a vu que 2 fois, puis là finalement on le fait quand il était reporté là, depuis Opération Tonnerre, comme j'ai dit. Si ça avait été Connery qui aurait pris le rôle, je le sais pas pour la finale. Si, mettons, ça aurait été aussi touchant. Tu sais, Connery, c'est un bon acteur. Si je me rappelle bien, même, il a gagné un Oscar là, pour le film Les Incorruptibles plusieurs années plus tard, mais tu sais, je ne sais pas, tu sais, si mettons on aurait embarqué Sean Connery dans ces scènes-là, il aurait pu faire quelque chose, mais à quelque part, tu sais, je le sais pas, à quelque part. Je pense que le Lazenby nous donne la marchandise quand même dans la dernière scène. Alors, en conclusion, moi, je suis en arrière de ce film-là. C'est pas nécessairement à cause qu'on a George Lazenby qui rapporte comme un vent nouveau. Je n'ai parlé là, à la conclusion là, du dernier podcast sur James Bond, que peut-être d'amener un nouvel élément comme un nouveau James Bond peut donner un nouveau souffle à la série. Mais c'est pas George Lazenby nécessairement qui amène un nouveau souffle. On a quand même toute l'écriture en arrière. On a toute l'équipe qui a quand même ils voulaient être moins sur l'automatique, puis ils ont essayé de se donner pour travailler puis revendre l'image de James Bond. On a des scènes d'action qui sont A1. On a la musique de John Barry, encore une fois, je pense que je le dirai pas assez, est tellement bonne. Puis il y a pas mal de choses là, je veux dire, on voit là, qu'ils se sont arrangés pour essayer de faire le meilleur film qu'ils pouvaient. Mais tu sais, le fait qu'ils ont essayé de cacher comme Lazenby, il y a un bout pendant à peu près une demi-heure, il est doublé. C'est pas Lazenby qui parle. Tout le temps les références aux 5 premiers films. C'est des petites choses des fois qui gossent quelque part, puis je pense qu'il aurait dû quand même être en arrière du personnage au lieu de essayer là, de juste s'arranger pour que ça soit comme une continuité du premier film, puis montrer qu'ils sont avec les 5 premiers. Puis, en tout cas, je pense qu'il aurait dû vraiment embrasser l'idée. Mais, comme j'ai dit aussi plus tôt, c'était la première fois qu'on changeait d'acteur, puis avec le phénomène de James Bond, il y avait quand même beaucoup d'argent. Le dernier film, il n'avait pas fait autant que Opération Tonnerre, mais il avait quand même fait 112 millions, que c'est pas 112 millions d'aujourd'hui, là. C'est 112 millions dans le temps. Là. On parle de quelque chose comme qui serait un genre de succès là, de genre 500 millions là, aujourd'hui, là, dans ces eaux-là. Alors, c'est sûr que les producteurs étaient frileux. Mais c'est ça qu'ils ont fait au départ aussi. Ils se sont lancés, puis ça a marché. Fait que là, il y avait comme pas le choix, puis il était frileux. Puis ça l'a peut-être retombé dans leur face parce que le film a fait quelque chose comme 92 millions. C'était pas un flop, mais c'était quand même une pente descendante.
comparé à ce qu'on avait vu, là, surtout comme avec Opération Tonnerre, qui avait fait quasiment le double du film d'aujourd'hui. Mais, tu sais, des fois, là, c'est la retombée du film précédent, faut pas oublier ça. Moi, je veux dire, je l'ai pas endossé, on a vu que 2 fois, si vous l'avez pas écouté, le podcast la semaine passée. Puis, tu sais, c'est peut-être juste une réaction à on a vu que 2 fois aussi. Même si on va attaquer George Lazenby comme remplaçant, que il était un peu de carton, que je suis pas d'accord. Quelque part, je pense qu'il était bien. Peu importe ce qu'on a à l'écran, il a été quand même bien réalisé à l'écran. Je trouve que pour la plupart des choses qu'il a montré, il y a quelques petites fois là, où on aurait pu un peu. S'il y aurait eu un peu plus d'expérience, ça aurait rajouté quelque chose, mais je pense qu'on a trouvé moyen là, de réussir à utiliser ses forces. Puis c'est pas un boulet au film. C'est dommage que avant la fin de la production, il avait donné sa démission lui aussi. Puis je veux dire, c'était peut-être trop pour lui. Mais c'est ça qui est plate. Mais je suis pas mal sûr que si mettons, il aurait continué par la suite, ça aurait été autre chose. C'est juste que là. Les producteurs, je pense qu'ils étaient vraiment trop frileux. Aussitôt qu'il y avait quelque chose qui marchait pas, puis que le box-office n'était pas là, ben ils n'ont pas pensé un peu que ça pouvait être aussi le monde qui pouvait être un petit peu saturé de James Bond. Parce que là, c'est sûr, ça faisait 2 ans du dernier film, puis on avait eu le premier en 62, le deuxième en 63, 64, 65. On a sauté une année, puis on a eu 2 James Bond dans une année. On avait eu Casino Royale et on a vu que 2 fois en 67. Puis là, 2 ans plus tard, on a Au service secret de Sa Majesté. C'est quand même assez long, je veux dire, c'est quand même une bonne affaire qu'on ait sauté une année. Mais il faut s'entendre aussi que, à chaque année, après un bout, il y a des gens qui ils ont trippé en 62, mais ils ont 7 ans, sont 7 ans plus vieux aussi. Là. Fait que des fois, ça ne lui tente peut-être plus. Là. Il y en a qui ont débarqué. C'est sûr qu'il y en a qui ont perdu un peu l'intérêt aussi. Le fait que Connery n'est plus là, c'était pour eux autres, c'était James Bond. Puis ça, je le comprends. Je suis pas en train de défendre à dire que il y avait juste que c'était pas Connery qui partait là, ou que Connery n'a pas eu d'impact. Ça, je le comprends. Mais le dommage n'est pas si pire que ça. Quand on regarde ça, là, il y a 30 millions de moins, qui est quand même plus que Bon baiser de Russie. Puis là, on a sorti un effort assez solide. Là, on ne saura pas, dans le fond, si, mettons, Lazenby aurait fait un deuxième film, qu'est-ce que le produit fini, qu'est-ce que ça leur aurait donné. Mais moi, je suis pas du tout en arrière du fait que la faute au film, le fait qu'il n'a pas fait d'argent, c'est George Lazenby. Je suis vraiment pas capable de mettre ça à ses pieds. Puis, par le fait même, je suis pas capable de mettre ça au pied d'un cas particulier, que ce soit la retombée de On a vu que 2 fois, que ce soit le changement d'acteur, que ce soit Lazenby, que ce soit le réalisateur. C'est sûr que la seule unique affaire que je suis certain que c'est pas sa faute à lui, c'est John Barry. Je veux dire, il fallait que je le dise, je pense encore une autre fois, la trame sonore est A1. Puis c'est juste votre manière de pouvoir écouter le film, c'est pas l'écouter sur Spotify ou sur YouTube Music ou sur n'importe quoi. C'est d'écouter le film, juste pour cette raison-là, je pense que ça vaut la peine d'écouter le film. Mais bien sûr, je le suggère sur version audio. Mais en tout cas, fait que c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va parler de Les diamants sont éternels avec un retour de Sean Connery après la mauvaise réception du film d'aujourd'hui. Et là, ça va être à savoir si, mettons, ça valait la peine de ramener Sean Connery ou qu'on aurait dû trouver quelqu'un d'autre. C'est sûr qu'on a passé par d'autres versions qui auraient pu être américaines par la suite. Il y a même Adam West qui avait été approché pour faire James Bond. Adam West qui faisait Batman dans les années 60. Ça aurait pu être peut-être un peu intéressant. Il y a un peu comme la même carrure que Roger Moore, mais ça aurait été carrément autre chose. Mais le fait est que c'est un Américain, puis en tout cas moi personnellement je voudrais pas voir un Américain en tant que James Bond, mais on a eu un Australien aujourd'hui, puis on avait un Irlandais, fait que c'est une question d'accent. Peut-être que comme au Canada on est plus habitué d'entendre un accent américain, puis là quand on écoute un anglais, on distingue pas vraiment qu'il soit irlandais ou qu'il soit australien, fait
Fait que c'est peut-être juste une question là, de géographie où se constitue. Mais en tout cas, moi personnellement, je veux qu'ils viennent de l'autre bord de l'océan, là, puis pas sur le même continent que moi. En plus d'avoir Sean Connery qui va revenir au podcast, Christophe Lassens va se joindre dans le fond avec moi pour qu'on parle d'un peu de l'univers de Bond. On va parler de tout l'univers de James Bond rendu à ce point-là. On va comme clôturer l'ère de Sean Connery. Oui, Sean Connery va revenir là, plusieurs années plus tard, mais c'est pas dans l'ère Connery. Là. Après ça, on va tomber dans l'ère Roger Moore, puis ça va être autre chose. Fait qu'on va comme parler de Diamants sont éternels, puis on va parler un peu, le grosso modo, de comment que lui va percevoir, comment qu'il perçoit tous les films qu'on a couverts à date. Puis c'est ça, on va faire peut-être un débat là, de savoir si, mettons, c'était quel le meilleur là-dedans. Bien sûr, vous le savez, moi, qu'est-ce que j'ai là-dessus, mais tout ça, en tout cas, je vais en débattre avec Christophe la semaine prochaine. Mais entre-temps, vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter. Quand le prochain épisode va être disponible, ben, vous allez le savoir directement sur les réseaux sociaux que j'ai mentionnés. Puis en même temps, ben, quand vous êtes sur premiervisionnement.com ou plutôt sur le site de Facebook, ben, n'hésitez pas à parler de vos expériences, vos avis. C'est plus on en parle, plus c'est le fun. C'est tout le temps des opinions, dans le fond. Il n'y a pas de vraie réponse. Pour moi, la trame sonore, c'est la meilleure aujourd'hui. Il n'y en a pas de meilleure que... Ben, il y en a une là, que je suis jamais certain. Là. Je vais écouter la trame sonore d'aujourd'hui, puis je vais me dire que c'est la meilleure, puis là je vais écouter l'autre trame sonore, puis je vais me dire maudit qui est bonne, je suis pas capable de m'en défaire. Fait que c'est chose qu'on va reparler là, dans les prochaines semaines, quand je vais parler de l'autre trame sonore en question, qui sera peut-être pas la vôtre du tout, puis pour vous, peut-être que la meilleure trame sonore qu'on a eu à date, c'est Bon baiser de Russie, puis c'était le premier coup que Barry a mis son nom dessus. Peut-être que c'était la meilleure trame, je sais pas, mais c'est des choses que vous pouvez débattre sur le site de Facebook. Puis il n'y a pas de gêne. Fait que au podcast, j'essaie toujours de vous enseigner deux choses. Un, de jamais laisser l'adversaire vous voir saigner. Deux, de toujours avoir une porte de sortie. Oh, he blew a fuse. Merci d'avoir écouté l'émission d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. We have an old saying too, Yogi, and you're full of it. Rendez-vous la semaine prochaine pour parler James Bond dans le prochain film de la rétrospective. Well, we wouldn't want that, would we? Ou rendez-vous sur premiervisionnement.com pour écouter d'autres rétrospectives dont John Wick, Star Wars, Halloween et les films de l'univers DC incluant Batman, Superman, Wonder Woman et bien d'autres films. That depends on your definition of safe sex. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur toute plateforme de balado-diffusion, dont Podbean, Spotify, Google Podcast, Stitcher, Pocket Casts et bien d'autres. Take a giant step for mankind. Prenez soin de vous et rendez-vous au prochain épisode. Keep my martini cool.